Jean-Christophe Antoine, merci de nous rejoindre sur le plateau de JFTV, PUPH à Saint-Étienne. Alors, une question, sans concession presque, quand penser à rechercher un syndrome paranéoplasique devant une atteinte périphérique? Alors c'est une bonne question parce que, comme on le sait, le cancer est quelque chose de très fréquent, à peu près 5 à 10% de la population. Les neuropathies périphériques, c'est tout aussi fréquent. Donc il est en pratique quotidienne, c'est fréquent de rencontrer un patient qui a une neuropathie, a un cancer, et bien évidemment, dans tous les cas de figure, ce n'est pas une histoire paranéoplasique et il faut donc qu'il y ait des cadres bien définis pour définir une histoire paranéoplasique. Et ces cadres existent. Je pense qu'il faut d'abord considérer les cas de figure où on est face à une entité qui est un syndrome paranéoplasique certain, parce que dans la littérature, on a une abondance de données qui montrent que ces types de neuropathies sont paranéoplasiques, ou bien parce qu'ils peuvent s'associer à un anticorps spécifique, qui est un marqueur du cancer, ce qu'on appelle les anticorps onconeuraux. Et dans ce cadre de figure-là, ce sont essentiellement les neuronopathies sensitives et le syndrome de Lambert-Eaton qu'il faut suspecter d'être associé à un syndrome paranéoplasique. Une remarque au préalable, c'est qu'aucun de ces tableaux dits paranéoplasiques n'est spécifiquement paranéoplasique. C'est-à-dire qu'on peut très bien le retrouver en dehors du cancer. Mais néanmoins, face à une ganglionopathie sensitive, face à un syndrome de Lambert-Eaton, par exemple, il faut systématiquement aller rechercher un cancer associé, qui est en général un cancer à petites cellules du poumon. Alors, la ganglionopathie sensitive de Denny Brown, c'est un tableau catastrophique, bien connu, etc. Mais il faut savoir qu'il existe des formes très minimes, très parcellaires, à côté desquelles il ne faut pas passer. Et il y a des critères diagnostiques qui ont été proposés qui sont simples pour retenir un diagnostic de ganglionopathie sensitive. Si vous avez une atteinte, par exemple, qui concerne les membres supérieurs, qui comporte une ataxie, qui a une atteinte sensitive sévère des membres supérieurs et peu d'anomalies EMG aux membres inférieurs, ce sont des critères suffisants pour retenir un diagnostic de ganglionopathie sensitive. Et si l'évolution est aiguë, s'il y a des douleurs, si le patient a par ailleurs un LCR inflammatoire, il faut systématiquement aller rechercher un cancer par un PET scanner, même si vous n'avez pas d'anticorps anti-onconeuraux associés, HU ou CV2, car on sait que 10% de ces patients-là n'ont pas d'anticorps. Malgré tout, ils peuvent être paranéoplasiques, on ne peut pas se permettre de passer à côté de ce diagnostic-là. Et la dissociation entre une clinique très parlante et peu d'anomalies sur l'électromyogramme et quand même, incite quand même à rechercher... Alors, ça c'est un autre cadre de figure. Si on reste toujours dans les formes très typiques, il y a aussi les neuromyotonies, je pense qu'il faut citer, où il y a 30% des cas qui sont associés à des timones, par exemple. Les choses sont beaucoup plus difficiles lorsqu'on est confronté à d'autres tableaux qui n'ont par exemple pas d'anticorps. Et dans certains cas, il faut se méfier de la possibilité d'un cancer, notamment si vous avez un LCR inflammatoire. Si votre patient a une neuropathie, mais pas qu'une neuropathie, par exemple s'associer à un tableau plus diffus, des petits signes d'atteintes du système nerveux central, une atteinte rétinienne, par exemple, ou une dysautonomie, ce sont des éléments qui font suspecter une histoire paranéoplasique. Pensez aussi que les histoires paranéoplasiques ne sont pas qu'associées à des carcinomes, elles peuvent survenir avec des lymphomes. Et si vous avez une gammapathie monoclonale, pensez qu'il peut y avoir une lymphopatie. Si c'est une IgG lambda ou une IgL lambda et que vous avez un tableau de polyradiculonévrite, vous penserez aux POMS. Si c'est plus difficile, si le patient n'a pas de gammapathie comme biomarqueur, et par exemple face à une PLDC qui ne répond pas correctement au traitement, qui a une évolution inhabituelle, se méfier qu'il n'y ait pas une lymphopathie sous-jacente. Donc dans tous ces cas de figure-là, il est légitime de faire par exemple un PET scanner pour rechercher une histoire paranéoplasique. Mais même malgré tout, vous pouvez trouver un cancer qui n'a pas de lien. Et si on en croit les critères qui ont été proposés par le groupe européen, si vous montrez que traiter la tumeur améliore la neuropathie, à ce moment-là, vous pouvez dire oui, c'est bien une histoire paranéoplasique. D'accord. Quels sont les principaux anticorps onconeuraux à rechercher? Pour ceux qui sont associés au syndrome, aux atteintes du système nerveux périphérique, c'est avant tout l'anticorps anti-HU et l'anticorps anti-CV2 ou CRMP5. Mais je dirais qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'à l'heure actuelle, les kits diagnostiques qui sont disponibles testent la batterie totale des anticorps. Donc il suffit de demander les anticorps onconeuraux et ils vous feront automatiquement tout ce qu'il faut. Donc si vous avez bien sûr une positivité de ces anticorps, vous avez un biomarqueur formel du syndrome paranéoplasique, à la réserve près qu'il faut se méfier de ces kits commerciaux qui sont parfois trop sensibles et qui vous donnent des petites réactivités positives qui n'ont strictement aucune valeur. D'accord. Merci beaucoup. Merci.